l'appréciation et l'interprétation des œuvres d'art. Cet essai fut écrit pour une conférence consacrée au problème de la relativité dans le domaine des arts, organisée par Betty Jane Craig à l'Université de Géorgie en 1982. Ces auspices expliquent les quelques références à la relativité qui se trouvent dans le texte, qui en réalité est dirigé contre les prémices du relativisme. Dans une optique historique, ma conception est que les interprétations sont découvertes et que les énoncés interprétatifs sont vrais ou faux. Dans une optique philosophique, je défends l'idée que les interprétations constituent les œuvres d'art et qu'il n'y a donc pas l'œuvre d'un côté et l'interprétation de l'autre. Mon commentateur, Hayden White, m'a aidé à voir que mon exposé manquait de clarté en ce point et j'espère que la version actuelle élimine cette objection. Cet essai et le chapitre 4 de la transfiguration du banal se chevauchent en partie, ce qui mérite une explication. C'est seulement après le départ du livre chez l'imprimeur que j'ai découvert ce que j'aurais réellement dû dire. C'est le seul endroit où les conceptions que j'ai défendues dans la transfiguration du banal sont soumises à une révision, plutôt que simplement développées ou étendues. Le texte apparut d'abord dans Relativism in the Arts, dirigé par Craig et publié par les presses de l'Université de Géorgie. Le génie, selon Schopenhauer, est la capacité de connaître les idées des choses. Le terme idée étant pris au sens platonicien et de les révéler dans les œuvres d'art au profit des autres hommes qui, empruntant en quelque sorte les yeux du génie, peuvent saisir à travers les œuvres ce que le génie appréhende directement. L'œuvre d'art n'est qu'un moyen pour faciliter cette connaissance, écrit Schopenhauer, traitant l'art comme une prothèse cognitive, une fenêtre métaphysique à travers laquelle nous pouvons voir les réalités plus profondes, mais qui n'apporte en aucun autre sens la moindre contribution cognitive propre. Il faut voir à travers l'œuvre sans qu'elle soit vue elle-même, plus elle est transparente et mieux ça vaut. La réaction esthétique n'est donc pas provoquée par l'œuvre d'art comme telle, qui aspire à une sorte de néant, mais plutôt par ce qu'elle révèle, ou pour parler avec les esthéticiens du XVIIIe siècle, ce qu'elle découvre, ou encore pour employer les termes de Heidegger, et puisque nous nous plaçons sur un plan historique, ce qu'elle dévoile. Comme l'œuvre se réduit en fait à ce au sujet de quoi elle est, Schopenhauer pense pouvoir avancer à juste titre que le plaisir esthétique est le même, qu'il soit provoqué par une œuvre d'art ou directement par la contemplation de la vie et de la nature. L'idéal de l'œuvre cherchant à se rendre diaphane est très ancien. La théorie mimétique, par exemple, a caressé le rêve selon lequel l'œuvre d'art devrait présenter à l'œil ou à l'oreille uniquement ce qui leur aurait été présenté par l'objet imité. Conçue ainsi, la présentation sous-détermine la distinction entre réalité et art, distinction par rapport à laquelle elle est un invariant, en sorte que produire une illusion devient non seulement une possibilité mais un but. L'essence diaphane de l'art est peut-être inscrite dans le concept plus large du médium, censé sacrifier sa propre identité afin qu'un autre soit rendu présent à travers lui. Ainsi, dans le salon spiritiste, l'âme du défunt communique à travers le médium, lui-même symboliquement inconscient. Dans la salle de concert, l'interprète agit comme une sorte de médium à travers qui la musique est rendue audible. Récemment, un pianiste, de toute évidence doté de dons exceptionnels, a été disqualifié lors du concours Chopin parce que son jeu brillant était accusé d'occulter la musique qu'il avait pour tâche de rendre présente sur scène. L'art de l'acteur atteint son sommet lorsque son jeu n'apparaît plus comme tel, comme lorsque l'auditoire est conscient non de la berme proustienne, mais de Phèdre elle-même, que la berme incarnait grâce à son don mystérieux de disparaître en tant qu'elle-même. Dans son autobiographie, l'acteur britannique Alec McGowan raconte que jouant le rôle de Adrien VII, il faisait trop rire le public. Il en concluait que l'auditoire était amusé par son interprétation plutôt que par le rôle, ce qui était contraire aux exigences de la comédie sérieuse. Selon cette conception, l'art aspire exactement au type de néant exemplifié, selon Sartre, par la conscience qui, pour des raisons ontologiques, ne saurait être un objet, du moins pour elle-même. Ou encore, il rejoint ce que Berkeley appelle la spiritualité, puisque les esprits ne sont jamais présents à eux-mêmes comme le sont leurs idées. Ils ne peuvent pas former d'idées eux-mêmes.
Ils sont au contraire d'eux-mêmes, ils sont au contraire les médiums à travers lesquels les idées sont données. Comme l'œuvre d'art, à moins d'avoir manqué son but, n'est pas un objet, le fait qu'elle soit une œuvre d'art ne joue pas de rôle propre dans la naissance de réactions esthétiques. Celles-ci ne répondent qu'à ce que le médium contient, le contenu. Elles sont identiques, qu'on se trouve directement confronté au contenu, ce qui est le cas du génie selon Schopenhauer, ou qu'on le saisisse à la manière d'un pis-aller à travers une vitre transparente. On peut voir dans l'histoire récente de l'art la tentative philosophique de réaffirmer sa propre identité, d'imprégner l'espace dont la théorie l'avait délogé, de repeupler ce vide et de repousser les maigres récompenses liées à l'état de médium, cela en attirant l'attention sur lui-même, de manière parfois effrontée. Il tente de devenir une réalité, comme aiment à dire les artistes. Or, un des stratagèmes employés dans cette visée a consisté à amener plus ou moins la réalité, à faire tourner les tables, cela en forçant des objets incontestablement réels à servir de médium et en les possédant comme des fantômes. Ainsi, les œuvres des maîtres en magie artistique inversée, par exemple Marcel Duchamp, se présentent-elles incarnées dans des objets qu'il nous serait impossible de ne pas prendre pour des pelles à neige, des porte-bouteilles, des roues de bicyclette ou des peignes de pansage. Mais ironiquement, l'incarnation parfaite comme la transparence parfaite laisse l'œuvre aussi éthérée qu'auparavant. Car à quoi pourrions-nous réagir ici, si ce n'est à la pelle à neige, toute possédée qu'elle soit? Et l'affirmation de Schopenhauer, qu'il ne saurait y avoir qu'un seul et unique plaisir esthétique, semble devoir être prise en compte encore davantage dans ce cas où l'œuvre d'art et l'objet grossier sont aussi indiscernables que le seraient deux objets grossiers appartenant au même genre peu édifiant. Il est comique de constater à quel point il semble indifférent que l'art soit un néant immatériel, révélant la réalité dans sa nudité, ou qu'au contraire, il se rassasie de réalité jusqu'à effacer toute différence visible entre elle et lui-même. Imaginons donc trois pelles à neige identiques en tout point, provenant toutes de la même usine, et dont l'une soit sans conteste une œuvre d'art, bien que même si l'on examinait longuement et avec minutie, on ne pourrait pas la distinguer de ses compagnes bien moins illustres, ceci étant dû, pour une part, non négligeable au fait que bien qu'elle soit une œuvre d'art, elle reste aussi ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, à savoir un outil d'extérieur destiné à des travaux saisonniers. La question de la nature de l'art se pose avec cette aussi. Qu'est-ce qu'elle possède aussi en dehors de son identité de pelle à neige et en addition à celle-ci qui en fait une compagne ontologique de l'embarquement à Cythère ou de Tristan à Iseux? Et le fait qu'elle est une œuvre d'art aussi peut-il donner lieu à quelques différences esthétiques? Si la réaction esthétique correspond toujours et exclusivement à ce que rencontre l'œil ou l'oreille ou n'importe quel autre sens, il est difficile de voir où peut résider la différence esthétique, étant donné que nos pelles à neige sont indiscernables. Donc, si différence il y a, il faut que pour des raisons de logique, elle soit cachée à nos sens et se trouve dans ce qui subsiste lorsque nous soustrayons la pelle à neige de l'œuvre d'art, ce qui ressemble un peu à la tentative de rechercher l'âme d'une personne en soustrayant le corps, sans qu'il soit sûr qu'il y a un reste. Et dans le cas des œuvres d'art, il est difficile de voir ce que pourrait être la réaction esthétique si elle est censée être quelque chose d'aussi singulièrement impalpable. Malgré tout, je me propose de soutenir que Schopenhauer a tort et que le fait que quelque chose est une œuvre d'art aboutit à une différence esthétique, même au cas où l'œuvre, ne saurait être distinguée d'un simple objet, par exemple d'une pelle à neige. Cela signifie que l'œuvre d'art ne peut être identifiée ni au néant de l'évanescence mimétique, ni à l'être de la performance duchampienne. L'être et le néant ne peuvent pas épuiser le plan métaphysique si les œuvres d'art sont censées y trouver leur place. D'un point de vue esthétique, les deux théories de l'art, imbriquées de manière comique, sont équivalentes. Je me servirai donc de cette possibilité d'une différence esthétique afin de préparer la scène occupée jusque-là par des comédiens qui ne font qu'échanger leur masque pour une théorie d'un tout autre type. Qu'une théorie d'un type entièrement différent soit requise, voilà qui ressort du fait que les deux théories que je viens de caricaturer déterminent la même chose comme sujet des prédicats esthétiques.
de sorte qu'aucune n'est adéquate à ce que nous pourrions appeler le langage du monde de l'art. Qu'on ne l'ait pas compris plus tôt peut s'expliquer par le fait que la discussion esthétique a été dominée à travers les âges par le concept de beauté, fixation qui a rendu les philosophes aveugles à la richesse de ce langage et leur a caché sa logique. Bien entendu, la théorie de la transparence exclut de la considération esthétique tout ce qui n'est pas le contenu de l'œuvre, le reste étant assimilé à une excroissance sans rapport avec l'essence de l'art. La théorie de la réalité, quant à elle, retire tout à l'art sauf la réalité, c'est-à-dire ce qui constituerait le contenu de l'œuvre d'art telle que la conçoit la théorie de la transparence. Ainsi, quels que soient les prédicats esthétiques applicables, ils s'appliquent à cette chose invariable, quelle qu'elle soit. Certes, les artistes de l'époque de Schopenhauer ne se seraient certainement pas proposés de révéler une idée aussi contaminée par l'Alltäglichkeit, le quotidien, que l'est une pelle à neige, puisque les leçons du caravagisme n'avaient pas été méditées jusqu'à leur point limite. Prenons donc des fleurs d'un point de vue esthétique, il importe peu qu'il s'agisse d'une représentation diaphane de fleurs, d'une brassée de fleurs élevée au statut d'œuvre d'art par l'artiste floral, utilisant des jonquilles comme matériaux ou simplement d'une brassée de fleurs. D'un point de vue esthétique, les différences sont impénétrables. Une belle représentation de fleurs n'est rien d'autre qu'une représentation de belles fleurs, puisque selon la théorie de la transparence, le contenu de l'œuvre est l'unique sujet auquel s'appliquent les prédicats esthétiques. Et convenons-en, les fleurs sont belles, qu'il s'agisse de celles élevées jusqu'au monde de l'art par l'artiste floral, grâce au degré zéro de l'intervention artistique, ou de celles par ailleurs exactement identiques à celles-là qu'elle n'a pas décidé délibérément de ne pas toucher. Celles-ci ont été touchées par mon amie et voisine, Hélène Williams, qui est une femme très gentille, mais pas une artiste, et certainement pas l'artiste floral. Elles sont belles parce qu'elles ont en commun indépendamment de l'ontologie. Parce qu'elles ont en commun indépendamment de l'ontologie. La théorie de la transparence livre une formule permettant de créer de belles œuvres d'art, à savoir prenez un bel objet et représentez-le avec un maximum de transparence. C'était la formule des anciens Grecs, comme le soutient Lessing dans le Laocoon. La sagesse des Grecs, lui, en peinture, la peinture avait assigné des bornes étroites et il l'a limitée à la reproduction des corps doués de beauté. La théorie de la réalité, quant à elle, abrège de manière radicale la démarche créatrice selon la formule « Prenez un bel objet et laissez-le être une œuvre d'art ». Dans les deux cas, la théorie esthétique peut être résumée comme suit. Si le sujet de l'œuvre est F, alors pour tout prédicat esthétique F, l'œuvre sera F si elle est suffisamment transparente. C'est précisément en ce point que réside le problème avec le concept de beauté. Il y a des choses au monde, des fleurs par exemple, qui peuvent être belles en un sens qui ne rend pas étrange et moins encore manifestement absurde l'inférence qui, à partir de belles peintures d'objets X, conclut à des peintures de beaux objets X. Toutefois, dès lors que nous détournerons les yeux de la beauté pour examiner les ressources plus larges de notre vocabulaire esthétique, nous commencerons peut-être à mettre en doute cette inférence, même dans le cas de la beauté. Il me vient à l'esprit des dessins puissants de fleurs que je résisterai à décrire comme des dessins de fleurs puissantes. Je résisterai parce que je ne suis pas certain qu'il existe des fleurs puissantes et parce que je suis sûr que s'il en existe, ces mufliers et ces iris n'en font en tout cas pas partie. Et pourtant, puissant est un terme ordinaire dans le langage du monde de l'art. En fait, il n'y a guère de prédicat du discours ordinaire qui ne puisse être mis au service de l'esthétique. Ainsi, des dessins de fleurs peuvent être fluides, niais, fragiles, spirituels, explosifs ou enfantins, alors que pour prendre le cas le plus plausible, même la fragilité des fleurs correspondantes ne répond probablement en rien au même type de critères que celle des dessins qui les représentent. Je n'ai pas l'intention dans cet essai de développer la logique ou la psychologie de ces prédicats. Je veux simplement dire qu'il doit y avoir un sujet qu'aucune des deux théories passées en revue n'est capable d'identifier, auquel on peut les appliquer. J'en profite pour tirer quelques leçons philosophiques avant d'en venir à mes préoccupations essentielles. Tout d'abord, aussi longtemps que l'attention philosophique était fixée sur le concept de beauté, il était possible de spéculer sur l'existence d'un sens de la beauté, par voie duquel les qualités esthétiques des choses fussent amenées à la conscience.
Tout comme nous prenons conscience des couleurs des choses à travers le sens visuel, depuis les théoriciens de la sensibilité des lumières jusqu'aux intuitionnistes de Bloomsbury. L'idée que l'appréciation esthétique présuppose un genre de Haus-Jung, intuition, était, grâce au concept de beauté, considéré plus ou moins comme allant de soi. Mais on ne saurait guère être tenté de postuler un sens spécial pour chaque prédicat esthétique, un sens de la puissance ou de la fragilité, ou encore de la niaiserie. Le vocabulaire moral, lui aussi, est riche et varié, mais il était possible de supposer que le bien entrait dans la définition de tous les prédicats moraux, et que lui-même était en quelque sorte intuitionné par un sens moral spécial. Il est peu probable qu'il soit possible d'établir une théorie parallèle pour la beauté, et d'une manière générale, il me semble qu'une conséquence de la simple prise de conscience du caractère étendu du vocabulaire esthétique est d'affaiblir l'attrait du modèle, de la sensation pour la compréhension esthétique. En effet, la compréhension esthétique est sans doute beaucoup plus proche d'une action intellectuelle que d'un mode de stimulation sensorielle ou de passion, du moins lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art. En deuxième lieu, il n'est peut-être pas sûr que le genre de prédicat esthétique auquel je fais référence s'applique selon les mêmes critères aux œuvres d'art, aussi bien qu'aux simples objets réels, lorsqu'on approche ceux-ci sous un angle esthétique. Il est indéniable que les fleurs sont fragiles, et leur fragilité factuelle en a fait des métaphores naturelles pour tout ce qu'il y a de non substantiel et d'évanescent ailleurs dans le monde. La beauté physique et l'innocence, la vertu, la jeunesse et le bonheur. Au Japon, les fleurs de cerisier évoquent la brièveté de la vie, mais cela signifie que ces avalanches de pétales roses et blancs sont abordées dans le cadre d'une sorte de philosophie de la vie et traitées pratiquement dans une perspective artistique. Abstraction faite de ces impulsions métaphoriques et philosophiques, la fragilité des fleurs deviendrait-elle jamais un point de mire esthétique ? Si on me dit d'être attentif à la fragilité des fleurs, je le prends pour une recommandation, soit de faire attention où je pose les pieds, soit de considérer les fleurs comme sujet d'un poème. La remarque judicieuse d'Ernst Gombrich, selon laquelle nous voyons ce que nous peignons, n'est pas en réalité une thèse sur l'optique, mais sur la manière dont les théories concernant la vie et le monde affectent notre façon de réagir à celui-ci. Ainsi, lorsque Marx Wartowski dit que le Gréco lui a permis de voir le caractère allongé des choses, donc qu'il traite le peintre comme révélateur optique, il néglige le fait que cet allongement pourrait être l'expression artistique de la tension oppositionnelle entre la terre et le ciel, dont les seins élongés peints par le Gréco sont une métaphore. En fait, on peut soutenir que la sémantique du langage du monde de l'art est celle de la métaphore. Certes, cela signifie peut-être que la thèse de Schopenhauer est valable, c'est-à-dire que la réaction esthétique est la même pour les œuvres d'art et pour les objets réels, mais cela est alors dû au fait que lorsque les objets réels donnent lieu à des réactions esthétiques, ils sont vus dans la perspective de l'art. Donc, on ne peut sauver la thèse qu'en lui imprimant une rotation de 180 degrés. Certes, le concept de beauté reste toujours à élucider, s'il s'agit bien du concept central pour lequel la distinction entre nature et art, du moins tel que ce dernier est expliqué à travers les deux théories esquissées ici, n'importe pas. Mais cela fait naître une question curieuse. En quoi, hormis les prédicats de la beauté, le discours critique des anciens peut-il avoir consisté ? Ce qui amène l'idée que leur expérience de l'art a dû être singulièrement appauvrie comparée à la nôtre. Si tout ce qu'ils ont pu dire était « comme c'est beau », évidemment, ils pouvaient aussi louer les œuvres d'art pour leur transparence. Les raisins qu'il avait peints avaient l'air si bons qu'on aurait pu les manger. La femme qu'il avait sculptée semblait assez douce pour être aimée. Enfin, on peut relever que les considérations esthétiques ne sont pas pertinentes pour les problèmes fondamentaux de la philosophie de l'art, qui sont liés à la réponse qu'il s'agit d'apporter à la question posée par notre trio de pelle à neige, à savoir comment distinguer celle qui est une œuvre d'art de celles qui n'en sont pas. Si Schopenhauer a raison, les qualités esthétiques sont indifférentes à la distinction entre art et réalité. Or, on ne peut guère distinguer les choses à l'aide de ce qu'elles ont en commun. S'il se trompe, alors le fait que quelque chose soit une œuvre d'art constitue une différence esthétique. Mais dans ce cas, la différence esthétique présuppose la distinction que nous cherchons à établir,
et ne peut pas faire partie de ce qui est responsable de cette différence. Par conséquent, l'esthétique n'appartient pas à l'essence de l'art, ce qui ne signifie pas qu'en identifiant cette essence, nous n'en saurons pas plus sur l'esthétique. Retournons donc à nos pelles à neige.